Exercice B. Vous allez entendre la description d'une petite ville. Vous devez compléter les espaces que nous avons laissés en blanc avec un maximum de 2 mots. Vous allez entendre cet enregistrement 2 fois. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline, dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessus de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne. C'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Véra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont des jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard « Et elle est à monsieur le maire ». Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a 100 à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. Vous avez 30 secondes pour choisir la réponse correcte. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline, dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessus de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne. C'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Véra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir.
Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont des jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au coup de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard « Eh, elle est à monsieur le maire !» Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a 100 à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. Vous avez 1 minute pour vérifier vos réponses et étudier l'exercice C. Exercice C. Vous allez entendre un enregistrement qui va vous parler des motocyclettes. Vous devrez décider si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante. Vous allez entendre cet enregistrement 2 fois. La motocyclette est très peu fiable à ses débuts. Elle oblige à effectuer des interventions mécaniques fréquentes. De plus, les routes sont en mauvais état et les suspensions sont inexistantes, si l'on ne tient pas compte des ressorts de la selle. Mais, très vite, l'usage de la moto se répand en commençant par être un outil de travail des professions libérales. La Première Guerre mondiale a favorisé son utilisation à des fins militaires. Les vélos sont remplacés par les vélomoteurs et des motocyclettes étant plus commodes et moins chères que les automobiles. À partir des années 1960, la pratique des 2 roues motorisées est jugée sale, voire dégradante. Les personnes aisées préfèrent alors l'automobile, qui permet de transporter plusieurs personnes protégées de la pluie, du vent et de la saleté. Cette époque est une hécatombe pour les marques historiques de motos. La production disparaît presque totalement en France. Toutefois, alors que les années 1970 voient la banalisation de l'accès à la voiture avec l'essor de la production de masse des véhicules à 4 roues, la motocyclette connaît une certaine renaissance sous l'impulsion des constructeurs japonais qui misent sur le rêve en produisant des véhicules jolis, propres, puissants et faciles à conduire. Alors que l'embourgeoisement semble accessible à tout ce qui, notamment à travers l'automobile, revendique l'accès à une grande classe moyenne, c'est finalement un dur retour aux réalités de la domination sociale, exprimé lors du printemps de mai 1968, qui sonnera le retour à la motocyclette. Désormais fiable, elle permet d'exprimer une distinction vis-à-vis de la masse populaire et un ressentiment face à la société pleine de promesses. La moto devient une marque distinctive de liberté et de contestation. Le choc pétrolier de 1973 et la crise économique provoquent une hausse générale des prix, dont le carburant et les assurances, désireuses de ne faire porter l'augmentation des coûts qu'à une catégorie minoritaire. Cet environnement hostile aux motards va donner naissance en 1980 à la Fédération française des motards en colère, fédération chargée de défendre les droits de cette catégorie d'usagers de la route. Vous avez 30 secondes pour choisir la réponse correcte.
La motocyclette est très peu fiable à ses débuts. Elle oblige à effectuer des interventions mécaniques fréquentes. De plus, les routes sont en mauvais état et les suspensions sont inexistantes, si l'on ne tient pas compte des ressorts de la selle. Mais, très vite, l'usage de la moto se répand en commençant par être un outil de travail des professions libérales. La Première Guerre mondiale a favorisé son utilisation à des fins militaires. Les vélos sont remplacés par les vélomoteurs et des motocyclettes étant plus commodes et moins chères que les automobiles. À partir des années 1960, la pratique des deux roues motorisées est jugée sale, voire dégradante. Les personnes aisées préfèrent alors l'automobile, qui permet de transporter plusieurs personnes protégées de la pluie, du vent et de la saleté. Cette époque est une hécatombe pour les marques historiques de motos. La production disparaît presque totalement en France. Toutefois, alors que les années 1970 voient la banalisation de l'accès à la voiture avec l'essor de la production de masse des véhicules à 4 roues, la motocyclette connaît une certaine renaissance sous l'impulsion des constructeurs japonais qui misent sur le rêve en produisant des véhicules jolis, propres, puissants et faciles à conduire. Alors que l'embourgeoisement semble accessible à tout ce qui, notamment à travers l'automobile, revendique l'accès à une grande classe moyenne, c'est finalement un dur retour aux réalités de la domination sociale, exprimé lors du printemps de mai 1968, qui sonnera le retour à la motocyclette. Désormais fiable, elle permet d'exprimer une distinction vis-à-vis de la masse populaire et un ressentiment face à la société pleine de promesses. La moto devient une marque distinctive de liberté et de contestation. Le choc pétrolier de 1973 et la crise économique provoquent une hausse générale des prix, dont le carburant et les assurances, désireuses de ne faire porter l'augmentation des coûts qu'à une catégorie minoritaire. Cet environnement hostile aux motards va donner naissance en 1980 à la Fédération française des motards en colère, fédération chargée de défendre les droits de cette catégorie d'usagers de la route. Vous avez terminé votre exercice d'écoute et compréhension. Vous avez 5 minutes pour vérifier votre travail.